Donc je suis très heureux de vous accueillir pour cette journée institutionnelle de la Fondation Grancher. Nous sommes entre nous, donc j'espère que vous participerez de façon active. On verra les modalités tout à l'heure. Je suis aussi très heureux de présenter mon vieil ami Boris. Eh bien, je me demande d'ailleurs si c'est nécessaire de le faire. Parce que Boris a beaucoup d'activités, énormément d'activités. Et s'il nous a fait le plaisir de venir ici, c'était pas facile, car il lui a fallu, il y a 7 mois, le contacter pour qu'il trouve cette journée de libre, qu'il puisse venir dialoguer avec nous. Et donc, nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. Vous avez pu voir, en lisant le programme rapidement, qu'il y avait des sujets particuliers qui étaient l'enfant placé, l'enfant et la guerre, et l'enfant et l'exil. Eh bien, tous ces thèmes que nous allons aborder, figurez-vous, et ça, quand on s'est connus, je l'ignorais, mon ami Boris les a tous connus dans sa vie, dans une période où il n'avait pas beaucoup d'années de vie, et tout ça avant l'âge de à peu près 5 ans. En effet, cet enfant, il s'agissait d'un jeune enfant, a été pourchassé par la police au nom de l'antisémitisme de l'État français, je précise. Il fut traqué, arrêté. Il a su, grâce à un instinct de survie fantastique, se cacher. Il est parti ensuite de l'endroit où ils avaient été réunis, grâce à une affaire un peu rocambolesque. Et sauvé de cet accident aigu, il avait maintenant affronté la vie. En effet, il était orphelin de père, puisque son père qui combattait à la guerre de 40 n'était pas revenu, et sa maman qui avait été arrêtée dans le même temps, elle n'est pas revenue des camps d'extermination. Et donc cet enfant, qui avait un état civil particulier, a dû en changer, on l'a pu le placer, il a changé de nom pour ne pas être repérable, et au sortir de la guerre, recueilli par une parente, il a pu à nouveau affronter, disons, une vie plus normale. Et donc, toutes ces expériences ont fait que son abord de la vie a été sûrement beaucoup plus difficile que le mien, par exemple, et cela ne l'a pas empêché de faire des études, une scolarité normale, puis ensuite des études de médecine, où j'ai eu la chance de le rencontrer, où nous nous sommes aussi mis en short et en maillot pour jouer au rugby dans l'équipe de médecine. Et donc, cette période où je l'ai connu, il lui a permis donc de rentrer dans une spécialisation, la spécialisation de neuropsychiatrie. On voit ça maintenant, ça paraît quelque chose qui pour nous est une spécialité bicéphale. Les réformes qui ont suivi les années 68 et qui ont mis à mal beaucoup de choses en médecine ont séparé ces deux branches, la neurologie d'un côté, la psychiatrie de l'autre. Et donc, Boris, qui est vraiment de la vieille école, si tu permets que je dise ça, a cette double casquette qui fait qu'il est ouvert, du fait de sa formation en neurologie, aux modifications anatomiques et fonctionnelles que donnent les explorations modernes, et ceci lui permet de contrebalancer les aspects souvent et uniquement analytiques de beaucoup de psychiatres. Il a aussi, et ça je l'ai connu à cette époque, acquis une réputation dans l'éthologie, car mon ami Boris, à côté d'une décharge, a étudié la vie et le comportement des goélands sur les bords de la Méditerranée. Et donc, vous avez devant vous un neuropsychiatre éthologue. Donc, tout cela, et quand je l'ai connu, et au plus tard, quand nous passions des vacances ensemble au Port-Lière, Boris ne m'a jamais parlé de ses problèmes d'enfance. Il n'en a jamais parlé, c'était réprimé, c'était au fond de la poche, d'un gros mouchoir dessus. Et donc, c'est sûrement avec le temps qu'il a mûri et qu'il a adhéré à ce concept que l'on appelle la résilience. Comme je crois que c'est Nietzsche qui a dit « tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ».
et il est devenu un spécialiste mondial grâce à ses interventions médiatiques, ses interventions auprès du grand public, bien sûr, dans les congrès de pédopsychiatrie, dans les nombreux livres qu'il a écrits, dont le dernier est particulièrement brillant, et il a pu atteindre ainsi, à côté de son côté scientifique, un côté médiatique important, il est devenu un best-seller qu'on invite de nombreuses fois à la télévision, comme vous avez pu le voir. Et sa notoriété est si grande qu'il vient d'être nommé par le gouvernement responsable d'une commission qui doit travailler sur le parcours du jeune enfant, le parcours des 1000 premiers jours. Donc vous voyez qu'il a encore beaucoup de chemin devant lui, le pauvre, et il n'est pas encore prêt d'avoir une retraite heureuse. Bon, donc nous sommes très flattés qu'il soit là. Boris va nous ouvrir son cœur, va nous dire ce que toutes ces années difficiles ont pu lui donner comme recette de la vie, de la prise en charge des enfants. Et comme vous le voyez, avec cette nomination, il s'intéresse tout particulièrement au placement des très jeunes enfants. Alors là, pour la partie qui s'appelle « Dialogue avec la salle », j'aimerais que pour cette partie-là, vous preniez dans vos petits dossiers des petites feuilles de papier, une quart ou une tiers de feuille, je ne sais pas, et que vous mettiez votre nom et la question que vous souhaitez lui poser. Ceci de façon à ce que cette partie-là était franchement celle qui est en rapport avec l'activité quotidienne, puisqu'elle touche l'enfant placé, que vous posiez les questions, on les collectera, les triera lors de la pause, et Boris répondra à ça. Et si le stock des questions écrites est passé, est insuffisant, eh bien je pense qu'à ce moment-là, avec l'habitude que chacun aura, on pourra entamer un dialogue, et je pense que cet après-midi, on prendra plutôt la formule dialogue avec la salle, on verra comment ça se passe. De toute façon, nous sommes en famille, et donc soyez décontractés et n'hésitez pas, c'est un homme adorable, et n'hésitez pas à lui poser les questions dont vous avez envie. Boris, je te donne la parole pour vous donner. Merci Jean-Raymond, je suis ravi d'être avec vous et de retrouver effectivement un copain de rugby. Il était deuxième ligne et moi j'étais troisième ligne, c'est-à-dire que j'avais pour fonction de caler ses fesses avec mon épaule. Donc c'est vous dire si je le connais bien. Alors effectivement, l'enfance particulière que Jean-Raymond vient de résumer fait que j'ai été sensibilisé au placement des enfants et au déplacement des enfants. Donc je vais faire une assemblée de professionnels, donc vous avez certainement autant de choses à m'apprendre que moi. Je vais vous proposer certaines données qui viennent de tomber dans notre culture. Donc ça va être un échange de savoirs différents. Vous êtes des praticiens, je l'ai été, et les praticiens sont des laboureurs, c'est-à-dire que quand on a les pieds sur terre, on n'a pas tout à fait les mêmes connaissances que quand on a la tête dans un laboratoire. Il ne s'agit pas de mépriser l'un ou l'autre, mais ce n'est pas le même recueil de données, et en associant les deux, on arrive à comprendre un petit peu ce qui arrive à nos enfants. Alors, ce matin, je vais vous proposer une réflexion centrée sur les données récentes de l'épigenèse, puisque le président Macron m'a demandé de présider une commission qui va remettre un rapport en janvier, en février. Et puis, je ne sais pas ce qu'il en fera, donc si vous pouvez m'aider avec des idées que vous avez envie de faire passer dans la culture, je suis preneur, puisque c'est maintenant un moment possible pour essayer de faire passer ça dans la culture. Alors ce matin, je vais parler pendant 1 heure de ce que j'ai déjà proposé à Macron, c'est-à-dire les 1000 premiers jours. Et ensuite, comme on est entre professionnels, les questions que vous poserez seront tout à fait stimulantes pour moi, j'espère pour vous. Et puis cet après-midi, à l'heure de la sieste, si tu es d'accord, je reprendrai un exposé pour essayer de voir comment ces données de la petite enfance peuvent vivre
dans la grande enfance, et notamment ce qu'on avait convenu de parler des enfants dans la guerre et des conséquences de la guerre. Parce que moi j'ai subi comme les conséquences de deux guerres, hein, la guerre de 40, comme l'a rappelé Jean-Raymond, et la guerre d'Algérie. Et vous êtes sûrement la première génération en France à avoir connu 60 ans sans guerre à la maison. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'il y a 60 ans sans guerre à la maison. Et je pense que ça vous paraît tellement normal que peut-être que ce n'est pas assez conscient. Et puis surtout, cet après-midi, beaucoup d'échanges, le plus possible de questions, mais ce matin aussi. Il n'y a pas un petit écho là? Moi ça ne me gêne pas, mais peut-être que... Merci. Alors, pourquoi les 1000 premiers jours? Parce que les découvertes actuelles sur l'épigenèse, c'est-à-dire comment la genèse, c'est pas génétique, hein. Genèse, c'est comment la genèse d'un concept, la genèse d'une idée, d'une société, comment progressivement on se construit sous l'effet des pressions du milieu. Alors le simple fait de formuler la question ainsi permet d'exclure inné ou acquis. Puisque les deux l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est Descartes qui nous a fait le coup avec le dualisme, et ça nous empêche de raisonner, et les théories actuelles d'épigenèse montrent que l'un sans l'autre ne fonctionne pas, et que c'est un point de départ est constamment sculpté, pétri, façonné, tutorisé par les pressions du milieu. Sauf que dans cette formulation, nous, adultes, on essaye d'avoir pression sur le milieu qui a pression sur nos enfants. Donc c'est pas une cause, les raisonnements que je vais tenir pendant toute la journée, c'est pas une cause provoque un effet, c'est une convergence de causes ont des effets différents selon les stades, les niveaux de développement de nos enfants et selon les organisations, des structures qui entourent nos enfants, structures pendant la grossesse, structures pendant les interactions précoces, et ensuite, bien sûr, structure verbale. Tu es un orphelin, tu as moins de valeur que les autres, tes parents sont alcooliques, tu es un fils d'alcoolique, etc. Toutes ces phrases qui abîment un enfant plus sûrement que des coups. Alors, voilà un peu la nouvelle manière de raisonner. Alors maintenant, je vais revenir à la fécondation. Et le psychisme commence dès la fécondation. Nous, occidentaux, on est la seule culture à faire naître le psychisme de nos enfants le jour de la naissance. J'ai travaillé, l'hiver dernier, j'ai travaillé au Japon et en Chine, ils sont stupéfaits. Pour eux, le jour de la naissance, ils fêtent le premier anniversaire. Et ils n'ont pas tort, parce que ces 9 mois, plus les 3 mois qui précèdent la fécondation, cette année-là, le psychisme est déjà en voie de construction. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait monter le psychisme avant la fécondation? Parce qu'on a des facteurs sociaux, de psychologie et médicaux de prédiction de ce que va donner un couple. Si la mère est très jeune, mal socialisée, fumant, prenant des substances, vivant dans un milieu fragile, mal structuré sur le plan affectif et sur le plan social, et si elle rencontre un homme qui est jeune, qui se drogue, qui est impulsif, qui ne sait pas contrôler l'expression de ses émotions, qui n'est pas socialisé, on peut prédire que l'enfant qu'ils mettront au monde aura un développement difficile. Alors donc, ça veut dire que dès ce niveau-là, les éducateurs, les systèmes sociaux peuvent intervenir pour signifier attention, si vous mettez au monde un enfant, vous ne lui donnerez pas les conditions optimales de développement. Alors, toutes ces
la notion d'épigenèse, c'est que lorsque la fécondation a eu lieu, eh bien, le milieu commence déjà à façonner l'expression de cet ADN, puisque l'ADN maintenant est devenu une vedette culturelle, et que maintenant, c'est comme tout, dès qu'un concept scientifique rentre dans la culture, il est récupéré, il est déformé et provoque des contresens. Or, j'entendais l'autre jour à la télévision une publicité de compagnie d'assurance qui disait nous assurons jour et nuit, c'est dans notre ADN. Ça voulait dire c'est inexorable, c'est immuable. Et bien sûr, cette manière de faire rentrer l'ADN dans la culture est un total contresens, puisqu'on sait maintenant que selon l'histoire de la mère et après du père, selon la structure du milieu, une même bandelette ADN va s'exprimer de 1000 manières différentes selon les structures du milieu. Vous me suivez? S'il y a encore des cartésiens dans la salle, ils vont passer une mauvaise journée. C'est-à-dire que dans un laboratoire, il faut être cartésien, puisque là, on fait un objet de science. Mais nous, praticiens, c'est pas un objet de science qu'on a devant nous, c'est un enfant avec sa famille, son passé, sa culture, ses rêves, ses points forts et ses points faibles. Donc il faut apprendre à raisonner en termes de système et non plus seulement en termes de une cause provoque un effet. Alors ce qu'on a dosé maintenant, ce qu'on photographie, c'est ce qu'on a dosé, c'est que si la mère est stressée pendant sa grossesse, elle augmente les substances du stress, essentiellement chez les deux vedettes biochimiques, c'est le cortisol et les catécholamines. C'est les deux vedettes, il y en a d'autres, mais c'est les deux vedettes. Or, au-dessus d'un certain seuil, si la mère est stressée, elle sécrète beaucoup de cortisol, catécholamine, adrénaline, etc. Et au-dessus d'un certain seuil, ça passe la barrière placentaire, ça rentre dans le liquide amniotique. Et à Toulon, je crois qu'on a été parmi les tout premiers en 82 à rendre observable que les basses fréquences de la voix maternelle passent dans le liquide amniotique. Les hautes fréquences sont filtrées par le corps et par le liquide amniotique, et les basses fréquences, au contraire, sont très bien transmises par le corps et le liquide amniotique. Ce qui revient à dire que quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Alors donc, il y a déjà une communication. Or, quand elle parle, elle réveille souvent le bébé qu'elle porte, il déglutit 4 ou 5 litres de liquide amniotique par jour. Si la mère est stressée, il déglutit du cortisol et des catécholamines, qui sont toxiques pour son système nerveux. Et comme j'ai eu l'occasion de travailler à Tel Aviv avec Shaul Harel, où là ça ne manque pas de femmes enceintes traumatisées, il a fait une petite population de 170 femmes enceintes traumatisées, israéliennes et palestiniennes, et les psychologues se sont occupés de ces femmes le mieux qu'ils ont pu. Et lui, comme il est neurologue, il a fait une neuroimagerie aux 170 enfants qu'elles ont mis au monde. Les 170 enfants sont arrivés au monde avec une altération cérébrale, alors qu'ils étaient génétiquement parfaitement sains. C'est la culture qui entourait leur mère qui était malsaine. Alors là, vous voyez qu'on n'est pas dans un raisonnement cartésien, on n'est pas dans une cause provoque un effet. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un attentat par jour, le fait qu'il y ait des stress fréquents, le fait qu'il y ait des guerres chroniques, qu'on parle de mort tout le temps, fait que toutes ces femmes enceintes, consultées d'elles-mêmes pour syndrome psychotraumatique, eh bien, les bébés sont arrivés avec une atrophie bifrontale, avec une atrophie des deux systèmes limbiques, c'est-à-dire les anneaux qui sont à la face interne des deux hémisphères et qui sont le socle neurologique des émotions et de la mémoire. Et les deux lobes préfrontaux, une de leurs fonctions, c'est d'inhiber l'amygdale rhinencéphalique
qui est à la face interne et profonde, et qui est le socle neurologique des émotions insupportables, haine, colère, désespoir, ce qui revient en langage de tous les jours, ce qui revient à dire que la culture chronique de guerre chronique, de stress, d'alerte chronique, alertant les femmes enceintes, augmentait des substances de réaction à l'alerte et devenait toxique pour le bébé qu'elle portait, qui arrive au monde portant le poids du malheur de la mère. Je souligne, je n'ai pas dit la mère, j'ai dit le malheur de la mère, et quand on fait des populations, le malheur de la mère, schématiquement, c'est l'isolation, qu'il faut distinguer de l'isolement. L'isolement, c'est nécessaire, j'en ai marre, j'ai envie d'être seul pendant une heure ou un week-end. L'isolation, c'est la privation totale d'informations sensorielles. La violence conjugale, là j'ai pris l'exemple de violence culturelle, mais la violence conjugale qu'on avait déjà dénoncée, eh bien il faut la dénoncer encore plus, parce qu'on découvre maintenant à quel point la violence conjugale abîme le cerveau des enfants qui ont été mis au monde. Alors les parents violents disent, mais on a crié, on s'est disputé, mais lui, le bébé, on ne l'a pas touché. C'est faux. Là, quand un bébé qui voit ses deux figures d'attachement crier, casser, même s'il écoute se battre parfois, ce bébé voit ses deux bases de sécurité éclatées. C'est-à-dire qu'il est absolument sidéré, et c'est le mot qu'on emploie, parce qu'il y a plusieurs thèses actuellement qui ont été faites chez des jeunes gens ou des enfants dans des situations d'accident industriel. Lorsque la terreur est trop grande, le cerveau est knock-out, KO. C'est-à-dire qu'il est gris. Le cerveau est gris. Il ne traite plus les informations. Un cerveau vivant, on voit les nappes, on voit les nappes de neuromédiateurs faire circuler des couleurs, parce que ça veut dire que c'est pas des couleurs, hein, mais ça veut dire que les neurones dégradent du glucose, consomment de l'énergie, ça dégage de la chaleur. L'ordinateur capte la chaleur, il a été codé pour transformer cette chaleur en couleur. Et nous, quand on observe, on voit qu'un cerveau qui fonctionne, s'il fait une tache rouge, il fonctionne un peu moins, il fait une tache orange ou une tache jaune, et puis il s'éteint, il fait une tache bleue, verte aussi, il s'éteint complètement, une tache grise. Donc ce qu'on voit, c'est pas la pensée des gens, mais c'est comment fonctionne leur cerveau quand on les fait agir ou penser. Or là, quand les deux parents crient, se tapent, même s'ils ne touchent pas le bébé comme ils le disent souvent, eh bien si ils ont donné un grand coup dans son cerveau, ils ont sidéré son cerveau, et si les cris se répètent souvent, le cerveau, d'abord il a une réaction émotionnelle, ou bien l'amygdale flambe et devient rouge et énorme, parce que les enfants sont terrorisés, et si ça se répète, eh bien on voit progressivement le cerveau devenir KO, c'est-à-dire il ne réagit plus aux stimulations du milieu, comme on le voit par exemple chez nos enfants qui ont vécu longtemps dans un milieu familial ou culturel où les stress étaient répétés tous les jours. Eh bien ces enfants, cliniquement nous on dit, ou psychologiquement on dit, ils sont complètement indifférents. Ils ne sont pas indifférents, ils sont KO. Ils sont knock-out à cause des stress répétés. Donc, si on les laisse comme ça, cette dysfonction cérébrale provoquée par une famille dysfonctionnelle ou une culture dysfonctionnelle, la guerre ou la pauvreté, la précarité sociale, eh bien, on voit qu'abîme le cerveau de l'enfant. Donc, ce n'est pas une qualité cérébrale inférieure. Quand j'étais enfant, j'ai été dans des institutions. Pendant la guerre, je n'avais pas le droit d'y aller, mais après, j'ai eu la chance de jamais aller à l'école, puisque j'étais interdit d'école. Et Léonard de Vinci et moi, on a été interdit d'école. Et c'est le premier point commun, mais on en a d'autres, hein, on a d'autres. Et à la Libération, j'étais dans des institutions, et on disait, cet enfant-là, il a une
une bonne tête, ça rentre bien, c'est presque un raisonnement raciste. Il est de bonne qualité cérébrale. Oh, celui-là, ça rentre pas, il comprend rien. C'est presque un raisonnement raciste, il a une qualité biologique supérieure, mais pas celui-là. Or, en fait, c'est pas comme ça qu'on propose de raisonner, c'est que au cours de son ontogenèse, quelque chose s'est passé. Alors, bien sûr, il y a des maladies génétiques, hein, il y en a 7000, il y a des encéphalopathies, il y a des accidents médicaux, il y a des accidents chirurgicaux, mais ce n'est pas la majorité des troubles de nos enfants. Quand ça existe, il ne faut pas le rater, bien sûr, mais la majorité des troubles cognitifs de nos enfants, c'est qu'au cours de leur développement, autour d'eux, dans leur famille ou dans leur culture, il y a eu une dysfonction qui a altéré le fonctionnement de leur cerveau, comme je viens de le proposer. Et ce qui est dysfonctionnel, quand ça se répète tous les jours, les circuits cérébraux finissent par s'imprégner, on les photographie, on voit comment une information prend préférentiellement une voie ou une autre, et comment ces voies sont tutorisées dans les pressions du milieu. Et ce qui était dysfonctionnel, eh bien, devient structural, et on voit par exemple chez des grands enfants ou surtout chez des adolescents, on voit des atrophies bifrontales qui paraissent définitives, des circuits limbiques, socle neurologique des émotions et de la mémoire qui sont, il y a un creux, c'est très facile à voir, hein. Il y a un creux qui parfois est très, très épais, et il y a une amygdale qui est hyper fonctionnelle parce qu'elle est freinée par les lobes préfrontaux. Ce qui, en termes quotidiens, se traduit de la manière suivante. Cet enfant, un rien le blesse, un rien le touche, on lui dit bonjour, il nous répond agressivement, on ne peut pas l'aider, il casse tout, il répond, il est impulsif. Donc c'est vrai. Mais maintenant, on sait pourquoi il est devenu impulsif, parce qu'il y a eu une défaillance environnementale qui a provoqué une défaillance intérieure. Il a intériorisé dans ses circuits cérébraux une défaillance familiale ou culturelle. Alors ça, c'est les raisonnements qu'on tient actuellement, qui sont des raisonnements systémiques. Alors, c'est facile. Alors, le raisonnement systémique, par exemple, on parle du système respiratoire. Le système respiratoire, l'oxygène est dans l'air, il doit franchir la paroi épaisse des alvéoles pulmonaires, la paroi protidique des alvéoles pulmonaires, et il est porté par les globules rouges dans le liquide du plasma. Et système, air, oxygène, solide, liquide. Or, on voit que c'est ceci, et si un point de ce système fonctionne mal, il n'y a plus d'oxygène, les parois sont trop épaisses, il y a une anémie, eh bien, on voit que ce système est composé de sous-systèmes totalement hétérogènes, oxygène, solide, liquide, et que pourtant, si un seul point du système fonctionne mal, le système entier fonctionne mal, et on est en détresse respiratoire. Mais que ce que je viens de proposer explique aussi, et là je vais cesser de vous désespérer, c'est-à-dire qu'on voit qu'il suffit d'agir sur un seul point du sous-système pour modifier, et réparer, et que provoquer le système et le remettre en marche. Si l'oxygène manque dans l'air, il n'est pas nécessaire d'augmenter les globules rouges, il suffit de réintroduire l'oxygène de l'air, etc. Donc ça veut dire que pour nous, praticiens, on constate que souvent ces enfants abîmés parfois même, alors je ne parle pas des maladies génétiques, je ne parle pas des accidents médicaux ou chirurgicaux, je parle d'épigénèse, de développement sous l'effet des pressions du milieu. Eh bien, quand les enfants sont confiés à l'aide sociale, eh bien, ils expriment dans l'aide sociale tout ce qu'ils ont acquis avant d'arriver à l'aide sociale. Et ces acquis-là ont commencé pendant la grossesse. Et si la mère a transmis quelque chose, c'est parce qu'elle-même était altérée par son isolation, responsabilité sociale, par la violence conjugale,
responsabilité sociale, par la précarité sociale, responsabilité sociale. C'est-à-dire que ce moteur, or, la mère, le malheur de la mère transmet quelque chose à l'enfant qu'elle porte, et quand cet enfant dysfonctionnel arrive dans une institution, il exprime dans cette institution tout ce qu'il a acquis auparavant. Et la fonction de cette institution, c'est donc d'essayer de réparer tout ce qui a été acquis et qui a provoqué cette dysfonctionnalité. Et non professionnels, on n'a pas à répondre si ces enfants sont impulsifs ou violents, je dis souvent. Si on répond à leur violence par notre violence, on va renforcer le système pathologique. Alors, bien sûr, c'est pas facile, mais c'est notre métier. Donc, c'est pas facile, mais quand, dans les années après-guerre, la phrase que j'entendais, c'est les garçons, il faut les dresser. Et c'est vrai que la plupart des garçons qui rentraient dans ces institutions dans les années après-guerre, c'était souvent des petits brutes, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec une institution varoise de l'abbé Plaquevent, et qui a recueilli beaucoup d'enfants. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des dames qui... Le métier d'éducateur n'existait pas dans les années d'après-guerre. Et ces dames avaient renoncé à tout. Quand je les ai rencontrées, elles avaient entre 90 et 100 ans. Elles avaient renoncé à tout pour s'occuper de ces enfants. Et elles disaient, ces enfants, c'est du gâteau. Alors, sur toute ça, il y en avait une qui n'était plus présente, mais les autres avaient au contraire une mémoire stupéfiante. Et elle me disait, dans les années d'après-guerre, ces enfants, c'est du gâteau. Il suffisait, ils étaient malheureux, ils étaient agressifs, ils étaient collants. Je reprendrai ça tout à l'heure dans les systèmes d'attachement. Mais dès qu'on s'occupait d'eux, la plupart d'entre eux reprenaient un bon développement. Et les jeunes éducatrices qui étaient là au cours de ces réunions disaient, on ne parle pas des mêmes enfants. Les enfants d'après-guerre avaient connu des interactions précoces, sécurisantes et solidifiantes quand le malheur est arrivé, la guerre. Ils ont été cassés, ils ont été orphelins. On a oublié de dire que dans le sud de la France, le sud de la France a été libéré par les Maghrébins. On a oublié de le dire. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, c'était l'Espagne marocain vert et blanc et l'Espagne algérien bleu et rouge défilaient sur les Champs-Élysées. Et nous, pour nous, c'était des héros. Quelques mois après, oubliés, et on a changé de culture envers ces adultes. Or, les enfants, il y a eu qui ont été recueillis dans cette institution catholique, étaient souvent des petits maghrébins dont la mère était absente, dont le père avait été tué. Et ces enfants-là, les éducatrices disaient, c'était du gâteau parce que on sait maintenant qu'avant le malheur de la guerre, ils avaient été biologiquement imprégnés dans leur mémoire par des interactions précoces solidifiantes. Ils avaient acquis ce qu'on appelle un attachement sécure. Préverbalement, dès l'âge de 10 mois, on voit que des bébés, déjà les toddlers, ils commencent à peine à marcher, qu'ils voient un étranger, ils s'approchent de l'étranger, ils lui tirent sur la manche, ils lui font un babil, ils lui font une offrande alimentaire. C'est difficile de résister à un bébé qui fait ça. Ils nous transforment, eux, nous transforment en bonne mère en 2 gestes et 3 babiles. On sourit, on répond, et paf, l'interaction est déclenchée. Ces enfants ont été blessés, mais comme ils avaient acquis des interactions précoces, sécurisantes et fortifiantes, comme le disaient ces dames âgées, c'est du gâteau, c'était du gâteau. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, les éducateurs témoignent que les enfants ne sont plus les mêmes. C'est plus du gâteau aujourd'hui. Donc, il s'est passé dans notre culture, dans nos nouvelles familles, nouvelles structures familiales, il se passe quelque chose qu'on commence à savoir analyser, qu'on commence à savoir repérer.
probablement une dysfonction éducative, possiblement, qui fait que les enfants sont plus du gâteau parce qu'ils n'ont plus acquis cette confiance en soi qui leur permet de se socialiser, d'interagir avant la parole. Parce que aucun enfant ne parle le jour de sa naissance. Ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai. Il y en a un seul qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, aucun enfant ne parle le jour de sa naissance. Et il faut attendre 20 mois, plus ou moins 3 mois, il faut attendre 20 mois pour que l'enfant tente l'aventure de ses premiers mots, et 10 mois après, il parle sa langue maternelle avec plusieurs centaines de mots, des règles de grammaire, une double articulation, et l'accent, la mémoire du corps qui va garder toute sa vie. Alors que votre serviteur, il a appris sa langue maternelle, je pense, en 10 mois, comme tous les bébés. Ça fait 65 ans que je suis débutant en anglais. C'est-à-dire que, parce que, donc, ces les 1000 premiers jours qu'on a proposés au président Macron, c'est un petit peu avant la fécondation, pendant la grossesse, où déjà le façonnement, vous voyez ce que c'est qu'une image maternelle sécurisante? Donc on voit que ce mode de raisonnement implique tout ce qui peut entourer un bébé, même si le bébé va l'intérioriser. Alors, on arrive au monde, théoriquement, au 9e mois de grossesse, mais notre psychisme a commencé avant dans le champ sensoriel qu'organisaient nos parents. C'est-à-dire la mère, puisque statistiquement, quand des hommes et des femmes ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Alors, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, on ne pense pas à ça. Alors, un homme peut être enceinte, puisque dans le scrotum, il y a une lamelle de tissu conjonctif qui ressemble à l'utérus, donc on peut imaginer qu'avec beaucoup d'hormones, on pourrait gonfler cette lamelle de tissu conjonctif. On pourrait faire une fécondation artificielle dans un tube, on pourrait planter l'œuf fécondé dans cette lamelle du scrotum et l'homme serait enceinte. S'il aurait donné beaucoup de progestérone à l'homme, et il serait enceinte. Donc techniquement, ça serait peut-être pensable, mais à partir du 2e, 3e mois, l'homme devrait se déplacer avec une brouette. C'est d'ailleurs que les femmes sont quand même mieux conçues pour ça. Alors, donc, on voit que c'est une pression, c'est un façonnement continu sur lequel on peut agir psychologiquement, médicalement, socialement, si on en prend conscience scientifiquement ou cliniquement, et si les décideurs politiques nous en donnent la possibilité. Alors, on arrive maintenant au monde. Et on a quelques mois pour apprendre à aimer. Et c'est tout à fait important parce que l'attachement pour un bébé, c'est l'acte qui va permettre, c'est l'interaction qui va permettre la socialisation. Un bébé qui répond à un sourire par un sourire, il nous transforme en bonne mère. Certains bébés ne répondent pas, et très souvent les mères ou les éducatrices ou les éducateurs, puisque en France je ne suis pas marqué, mais par exemple j'étais au Québec, ou j'étais dans les pays d'Europe du Nord, où il y a de plus en plus d'hommes qui participent à la petite enfance. Les femmes restent majoritaires, mais la courbe des hommes monte un peu. Donc on voit qu'il y a des éducatrices qui sont découragées par certains bébés. Ce qui pose d'ailleurs le problème de la mère d'enfants autistes.
Elle est découragée par son bébé qui ne répond pas à ses sourires, qui ne soutient pas son regard, qui ne se moule pas sur le corps de sa mère. Quand on prend un bébé très petit, de quelques semaines ou de quelques mois, la plupart, très rapidement, il se moule contre le corps de sa mère. Et les mères disent, il est léger, mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé qu'il était plus lourd. Et quand on a observé ces enfants-là, on s'est rendu compte, Irène Lésine, que je suis en train de citer, s'est rendu compte que, en fait, ces bébés ne se moulent pas sur le corps de leur mère. Ils ne s'adaptent pas. Quand on prend un bébé de quelques mois, on le met contre sa poitrine. Il colle sa truffe, soit contre le mamelon, soit sur le creux susclaviculaire, où il y a la signature olfactive de la mère. Alors il colle sa truffe, et puis il se calme, parce que pour lui, c'est une information sensorielle, c'est l'odeur de maman, je suis en sécurité, il tète ou il s'endort. Et on avait fait des observations avec Marcel Ruffo à Marseille, où on avait filmé des femmes en train de donner le sein ou le biberon. En interaction, et Pierre Rousseau, en Belgique, a refait le même travail. Quand le bébé arrive au monde, le signal déclencheur, c'est la brillance des yeux maternels. Hop, il s'accroche. Si la mère le regarde, hop, il a un pôle inducteur dans son monde qu'il ne connaît pas encore, il s'accroche, il se met à téter. Si la mère regarde la télé pendant qu'elle lui donne le sein ou le biberon, on lui avait mis une tétine à manomètre, la mère, très rapidement après que la mère regarde la télé, la tétine à manomètre se ralentit et le bébé cesse de téter. Donc on voit que l'interaction, c'est une cascade d'interactions. Alors pendant les interactions précoces, on voit que là se continue l'acquisition de beaucoup de troubles. Les impacts sont très différents au fur et à mesure du développement. Si un bébé a été sécurisé très tôt, ça s'imprègne dans sa mémoire et on voit en neuroimagerie que son cerveau a été sculpté par la sécurité que lui a apporté son milieu. Il n'y a pas d'atrophie frontale, le système limbique fonctionne bien, il n'y a pas de grosses taches rouges des amygdales rhinocéphaliques. Il y a des petites amygdales rhinocéphaliques parce qu'un bébé a des émotions, mais déjà, dès le 10e mois, ce bébé sait contrôler l'expression de ses émotions, à peu près. Alors qu'un bébé insécurisé ne sait déjà pas, il explose de cris de colère, il est difficile à calmer, alors qu'un bébé sécurisé, il a ses petites émotions et il est facile à calmer. Donc on peut corps à corps, à la signature olfactive et surtout aux basses fréquences de la voix maternelle. Oui, maman est là, n'aie pas peur, maman est là. Donc c'est-à-dire qu'une information sensorielle, pour lui, c'est le tranquillisant naturel. Son tranquillisant naturel, c'est la familiarité. Or, la plupart des enfants qui vous sont confiés, la plupart n'ont pas acquis cette sécurité fondamentale. Donc ils ont besoin des autres dont ils ont peur. Ils ont besoin des autres avec lesquels ils ne savent pas interagir. Ou bien, alors là j'ai dit 2 enfants sur 3 dans une population normale, 2 enfants sur 3 à 10 mois ont déjà acquis le plaisir d'aller à la rencontre et ils sont co-auteurs de la relation à 10 mois, c'est-à-dire bien avant la parole. Ils sont déjà co-auteurs de la relation. Trévarten à Marseille avait fait une petite observation qu'on avait vérifiée avec Maurice Ohayon. Madame, vous avez un bébé de 4 mois, voulez-vous venir au laboratoire du CNRS? Je suis en train de citer Trévarten. Alors elle vient avec son bébé, dans sa chaise à bébé, elle le met sur la table, et puis on doit demander est-ce que vous acceptez qu'on vous filme? Les caméras tournent, et Trévarten dit madame, excusez-moi, on m'appelle ailleurs, il faut que je m'en aille, ne bougez pas, je reviens. Il s'en va,
et ne revient pas. Et les caméras tournent. On voit, le CNRS Marseille est à 400 mètres de la plage. Alors on voit la mère est là, le bébé est là, il n'y a rien, volontairement rien, les murs sont nus, il n'y a rien. Et puis, au bout de quelques minutes, le bébé déclenche une interaction. Un babil, la mère qui s'ennuie est hypersensible à cette interaction, mais comme elle sait parler, on s'ennuie ici, hein, on serait mieux à la plage. Alors le bébé, on lui parle, il est content, donc il sourit, il se met à gambader. Alors la mère, enfin un événement, hop, la mère, hop, toute une synchronisation se met en place entre le bébé et la mère. C'est-à-dire qu'on voit que bien avant la parole, les choses se passent et que la socialisation se met en place. Et la plupart des enfants que vous avez en charge n'ont pas connu ces interactions précoces. Ou bien parce que la mère était morte, ou bien parce qu'elle était malade, ou bien parce qu'il y avait la violence conjugale, ou bien parce qu'il y avait des brisures répétées de ce milieu précoce, et que l'enfant ne pouvait pas mettre en mémoire l'acquisition d'un lien stable, sécurisant et socialisant. Je souligne, il ne pouvait pas l'apprendre puisqu'il changeait de bras trop souvent, il changeait de milieu trop souvent déjà, donc ça ne pouvait pas faire un phénomène de mémoire. Donc cet enfant était à 10 mois et déjà incohérent. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il interagit mal, il ne nous gratifie pas, il ne nous rend pas bons parents. Donc il est mauvais cet enfant. Il est mauvais parce qu'il déclenche en nous des sensations désagréables. Un bébé nous séduit, on joue avec un bébé. Cela on ne peut pas jouer avec eux. Ou bien ils crient, ou bien ils évitent le regard. Et on avait fait avec Daniel Stern à Genève, et le travail se continue avec Nadia Stern, et une population d'enfants qui ont été sécurisés. Alors il y a, l'observation est très habituelle en éthologie, hein. Jean-Raymond tout à l'heure a parlé d'éthologie animale, mais c'est à partir qu'il y a eu un prix Nobel, hein. Il y a eu un prix Nobel en 1973, les goélands dont j'ai parlé, ils ont été nobelisés en 1973. Donc on a fait la même observation avec nos enfants. Et on voit que un enfant qui a acquis cette petite mémoire précoce, cette petite confiance en soi, il entre, il voit un étranger, il a un petit stress, il évite, et puis très rapidement, il s'oriente vers l'étranger et il le transforme en bonne mère. Alors qu'un enfant sur 3 n'a pas acquis cette confiance en soi, il voit un étranger, il ne sait pas comment on fait pour interagir, pour se socialiser avec cet étranger, il se périphérise, il se met contre le mur, il évite le regard, il a des comportements autocentrés que vous avez tous vus, hein, comportement balancement, comportement autocentré, en cas d'émotion trop forte, auto-agression, se griffer, se taper la tête par terre ou contre les murs, comme je l'ai vu, comme vous l'avez tous vu, avec une violence insupportable. Moi, ça m'angoissait quand je voyais ces enfants se taper la tête, ils vont se blesser. Et c'est seulement quand j'ai travaillé au Brésil, ils ont fait des neuroimageries à ces enfants, et que j'ai compris quelle était la fonction de cette auto-agression, c'est que c'est une fonction tranquillisante. Ces enfants sont tellement anxieux, ils ont peur du monde, et surtout s'il y a un autre être humain, ils ont peur des autres êtres humains, ils n'ont pas été familiarisés, donc ils ont peur du monde. Et quand ils s'auto-agressent, la souffrance physique est plus supportable que la souffrance mentale. On souffre moins quand on a mal physiquement que quand on a mal mentalement. Et on voit, quand j'étais praticien, je me rappelle, pendant un moment, je dirigeais un service, il y avait une très forte majorité de schizophrènes, et j'ai souvent été étonné de voir des schizophrènes hurlant de terreur devant des hallucinations ou des monstres qui les menaçaient, et ils se tranchaient l'avant-bras. Ils cassaient une vitre, et ils se tranchaient l'avant-bras.
Et dès qu'il se tranchait l'avant-bras, les hallucinations disparaissaient. Et quand je les recousais, je bavardais avec eux, et ils m'expliquaient qu'ils avaient peur, et maintenant ça vous fait mal, ça va mieux. Et j'avais affaire à des gens apaisés, parce qu'ils s'étaient tranchés l'avant-bras. Et maintenant, les Brésiliens avec qui m'ont invité font des neuroimageries et montrent en effet que le système qu'on va appeler le système de la frayeur pour aller vite, c'est un peu le système que je vous ai schématisé tout à l'heure, dès qu'il y a une souffrance physique, ce système s'éteint parce que les voies de la douleur qui sont corticalisées sont plus supportables que les voies de la frayeur insupportables. Et ils souffrent moins quand ils se font mal. Et ça explique ce comportement étrange de ces adolescents qui ont passé une enfance en carence affective et qui passent leur temps à se mutiler ou même à se mettre en comportement d'échec par essai. Alors ça, c'est un truc dont on parlera tout à l'heure si vous voulez. Dans les institutions, dans ces institutions, même quand beaucoup d'enfants sont rattrapés, ils liquident pas tout, on ne peut pas tout régler. Et on voit que même quand ces enfants deviennent des adolescents qui paraissent mieux, ils ont quand même un comportement d'échec. Et alors là, je quitte la neurologie pour entrer dans la psychologie, et la plupart de ces enfants, quand on les invite à travailler dans l'intimité et non plus dans le groupe, la parole est différente. Hein. Dans la parole de groupe, on frime, hein, on est en société, alors voilà que dans la parole intime, il y a un moment où on ose dire je. Mais eh bien, dans l'intimité, ces gosses, ces adolescents disent « je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas qu'on m'aide, cette éducatrice, je l'aime bien, je vais la décevoir, je me fais mal parce que je suis un salaud, je suis un misérable, je sais que je vais la décevoir ». Ça fait des comportements que nous, adultes, on a du mal à comprendre parce que c'est des comportements qui nous paraissent illogiques. Parce qu'on s'est suffisamment bien développé, on a tous notre part de problème. Hein. Dans cette salle, on a tous un roman dans la tête. Hein. Mais on a réussi à les surmonter tant bien que mal, alors que ces gosses-là ont beaucoup trop de comportements, beaucoup trop de blessures, et surtout les blessures répétées qui ont fini par faire un cerveau dysfonctionnel, qui fait qu'ils ne savent pas interagir, ils ne savent pas s'exprimer. Et que on voit que ces enfants-là, dès le début, ils sont petits, les sécures s'orientent vers l'étranger et lui expliquent « j'ai faim, je veux m'amuser, je me suis fait mal ». Et ils inventent une petite phrase, ou un babil même des fois, et alors que les enfants déjà insécures se périphérisent, ils se mettent eux-mêmes en disposition spatiale de ne pas apprendre à parler. Et on voit que quand ils arrivent à l'âge de la parole, qui est quand même important dans un monde humain, pour exprimer ses émotions, pour se socialiser, et pour accéder, par prendre notre place dans la culture, eh bien, dès l'âge de 3-4 ans, ces enfants ont déjà un retard de langage faramineux. Donc, avant même d'entrer à l'école, ils ont déjà un énorme retard de langage. Donc, quand ils ont un petit malheur, ils ne savent pas l'exprimer. Ne pouvant pas le dire avec des mots, ils vont le dire avec des cris ou avec des coups. Puisqu'ils n'arrivent pas à ils ont le premier métaboliseur régulateur des émotions, il est cérébral, il est mal formé. Les amygdales sont beaucoup trop intenses. Le deuxième régulateur des émotions, c'est la parole. Ils ont déjà un retard. Le troisième régulateur des émotions, c'est les lieux de parole. Dans la famille, dans leur famille, on ne parle pas, il n'y a personne, ou on crie, on tape, on ne parle pas. Et les lieux de parole de la culture, l'école, les copains, ces enfants-là sont déjà mauvais à l'école, ont déjà des relations amicales, conflictuelles, difficiles. Ils entrent à peine dans la société qu'ils ont déjà été handicapés par une dysfonction des 1000 premiers jours sur lesquels on a accès.
Alors, on voit donc que tous ces facteurs de vulnérabilité acquis, alors je ne parle pas des maladies génétiques, des maladies médicales, des maladies chirurgicales, je parle du développement de la plupart des enfants. Eh bien, ils entrent à peine dans le monde des mots, qu'ils ont déjà un retard, un handicap, qui est un handicap affectif, verbal, qui va provoquer un trouble de la socialisation. Or, on a accès, on peut agir sur tous les points. L'isolation maternelle. J'ai travaillé au Congo, qui est un pays en immense difficulté culturelle et économique. J'en reparlerai cet après-midi. Les parents partent le matin pour chercher éventuellement le dollar qui leur permettra de manger le soir. Et très souvent, ils ne trouvent pas ce dollar et ils mangent des cannes à sucre. C'est tout. Dans cette culture immensément pauvre et déculturée par la guerre, alors que le pays est magnifique et que les gens sont adorables, eh bien, dans ce pays immensément pauvre, un bébé n'est jamais laissé seul. Et on voit que ces bébés acquièrent une petite confiance en eux, ils parlent bien, ils jouent, ils sont confiants. Le malheur arrivera plus tard, il n'y a pas d'école, il y a la guerre chronique, le malheur arrivera plus tard. C'est le Congo ex-belge. Oui, c'est le RDC, tu as raison. Oui. C'est le Congo RDC, c'est-à-dire République démocratique, ça ne veut pas dire les choses. Donc ça veut dire qu'on voit comment les conditions sociales participent à la sculpture du développement de nos enfants. Et que, bien sûr, tout est rattrapable, tout est résiliable, parce que c'est en agissant quand le milieu est en alerte, les mères stressées sécrètent des substances qui, pour le bébé, pour l'ADN, provoquent des radicaux CH3, c'est-à-dire des radicaux méthyl, que Pierre Bustani, avec qui on travaille, a pu photographier, et on voit que ces radicaux méthyl se collent sur la bandelette ADN, ça fait une petite tache noire. La même bandelette ADN ne s'exprime pas du tout de la même manière quand la mère est sécurisée et que donc il n'y a pas de radicaux méthyl. La même bandelette ADN s'exprime au mieux de ses possibilités. Alors, il n'est acquis, impossible, zéro, impensable. Impensable. Alors, je vais terminer en disant, alors il y avait d'autres notes chimiques, mais je vais passer dessus. Une fois qu'on est dans la niche sensorielle qui entoure un bébé et qui le prépare à la parole, qui est elle-même école et socialisation. Quand la niche est riche, maman, papa, la grande sœur, le chien, la vie, les copains qui viennent, la niche sensorielle qui entoure un bébé est riche. Si la mère est défaillante, parce qu'elle est malade, parce qu'elle a perdu son emploi, parce que, etc., le reste de la niche fonctionne encore et l'enfant se développe bien. Par exemple, au Congo, les bébés se développent bien parce que quand les parents n'étaient pas là, il y avait une grande sœur, généralement une vieille de 14 ans, qui s'occupait des bébés pendant que les garçons s'occupaient. Alors il y avait des choses effrayantes au Congo, c'est que les garçons, des filles de 14 ans s'occupaient des bébés et les garçons faisaient des matchs de football et de la musique. La musique qui ne s'arrête jamais, c'est plus de la musique, c'est du bruit. Le silence fait partie de la musique. Et quand c'était sans arrêt, les tam-tams, j'étais farci. Alors les enfants étaient heureux, moi j'étais épuisé. Donc ça veut dire que la culture participe et les enfants se développent. Mais si la niche est pauvre en stimulation sensorielle, parents malheureux, parfois c'est un accident de la vie, un deuil, le chômage, la précarité sociale joue un grand rôle, parce que dans la précarité sociale, les parents ne sont pas des figures sécurisantes pour leurs enfants. Ils sont tout le temps en train de dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir, où est-ce qu'on va loger,
et la niche sensorielle est pauvre. L'enfant se retrouve dans une situation d'isolation alors qu'il a ses deux parents et que la niche sensorielle est pauvre et les enfants ne sont pas stimulés. Il prépare le retard qui est très net. C'est 4 fois moins de mots à 3 ans. Donc c'est un très net retard. Alors, si la niche est pauvre, généralement, c'est parce qu'il y a un malheur familial qu'on ne peut pas toujours contrôler, mais souvent des décisions éducatives ou culturelles ou sociales pourraient le contrôler. Mais parfois c'est le malheur de l'existence. Je termine juste en prenant un exemple. Une dame vient me voir, elle s'entend très bien avec son mari, elle a mis au monde 2 petites filles et elle travaillait en même temps. Et ce petit foyer fonctionne très bien, très gaiement, on travaille, la vie. Elle est enceinte une 3e fois, sauf que là, au moment où elle prépare la mise au monde du 3e bébé, qui sera une fille, sa propre mère démarre une maladie d'Alzheimer. Sauf que s'occuper d'un bébé, c'est fatigant et gratifiant. S'occuper d'une mère qui démarre une maladie d'Alzheimer, c'est fatigant et désespérant. Les 2 premières filles avec qui je parle n'ont pas du tout la même mère que la 3e. Les 2 premières disent oh, maman, elle était gaie, elle était active, avec elle ça sautait, ça vivait. Et la 3e dit mais qu'est-ce que vous racontez? Maman, elle était toujours absente. Elles ont toutes raison. Elles disent le contraire. Elles ont toutes raison. La 3e petite fille a une mère éteinte par le malheur, parce qu'elle a elle-même cessé de travailler pour s'occuper du bébé et d'une maladie d'Alzheimer. Elles ont raison et elles disent exactement le contraire. Alors voilà, je vais terminer en disant que on peut intervenir sur tout ce que je viens de vous proposer, et que le cerveau, en vieillissant, se caractérise, il est totipotent, comme on dit les cellules, il est totipotent, il peut partir dans tous les sens. Comme une cellule primordiale, elle est totipotente, et l'impression du milieu fait qu'elle se spécialise de plus en plus en cellules nerveuses, cellules intestinales, etc. C'est pareil pour le cerveau. Au départ, un bébé peut être tout. Et le résultat, c'est qu'il entend 3000 phonèmes. Au 20e mois, il n'entend que les phonèmes de sa langue maternelle. Et ça, quand j'ai travaillé au Japon, j'avais un interprète, parce que je suis encore assez moyen en japonais. Donc j'avais un interprète qui confondait le R et le R. Et je lui disais, bon, on se donne, si tu veux, on se retrouve au coin de la rue. Au coin de la rue? Non, au coin de la rue. Qu'est-ce que c'est la rue? C'est pas la rue, c'est la rue. Et il n'arrivait pas, il n'entendait pas R, L, il entendait parce qu'il avait un cerveau japonais. Il avait un cerveau façonné par la langue. Donc il n'entendait pas. Donc ça veut dire à quel point donc, l'élagage synaptique caractérise la bonne évolution du cerveau, mais la restriction des potentialités. Il y a donc un mouvement sensible où on peut facilement rattraper nos enfants, même si ce sont des mal parties de l'existence, d'où ce qu'on a proposé à Macron, les 1000 premiers jours. Et si on rate cette période sensible, on peut encore récupérer, mais il faut reconnaître qu'avec l'âge, ça va de moins en moins vite. Mais ça, même chez les âgés, ça reste encore possible. Donc voilà les quelques idées que je voulais vous proposer.